Les ambassadeurs ivoiriens invités à s'imprégner de la politique d'orientation du gouvernement, exhortation lancée hier aux diplomates par le président de la République à la faveur de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. C'était au palais présidentiel. Dans l'actualité politique, la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie RHDP, elle aura lieu demain 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un rassemblement qui devrait enregistrer plus de 200 000 participants, à en croire le comité d'organisation. Le gouvernement ivoirien vient d'introduire une demande en mesure conservatoire auprès de la Chambre spéciale de 5 juges chargés du dossier de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, action en vue de mettre fin aux travaux de développement de gisements pétroliers situés dans la zone litigieuse par le Ghana. Et puis, à l'étranger, le Togo. La campagne pour la présidentielle a pris fin hier soir. Les Togolais sont appelés aux urnes demain samedi. C'est un scrutin présidentiel à un seul tour pour lequel l'opposition arrive en ordre à disperser. 5 candidats sont en lice dont le président sortant fort, Gnassingbé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, retour en image sur l'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs ivoiriens. Ouverte hier au palais présidentiel, la rencontre se tient sur fond de travaux autour de la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le chef de l'État a donné des instructions fermes et des orientations aux diplomates pour conduire au mieux la diplomatie ivoirienne à l'étranger. Jérôme Kofi Aboulin. Ils en sont à leur 3e rencontre, les diplomates ivoiriens, dans le cadre des assises de la conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. De la même manière que les 2 précédentes sessions se sont déroulées, l'ensemble des ambassadeurs ivoiriens exerçant aussi bien au département central que dans des missions diplomatiques à l'étranger se sont retrouvés ce jeudi 23 avril 2015 autour du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit une fois de plus pour eux de s'imprégner de la vision du chef de l'État, conformément à ce qu'il convient d'appeler l'éco-diplomatie destinée à mobiliser les ressources financières des différents partenaires. D'où l'idée de ces diplomates, à l'occasion de cette rencontre, de plancher sur leur contribution à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, suite à la proposition faite par leur ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Monsieur le Président de la République, je suis heureux de vous assurer de l'engagement et de la détermination des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à appuyer l'action gouvernementale, de leur adhésion entière à ma volonté de placer la 3e session de leur conférence sous le thème « La contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ». Se félicitant du choix des ambassadeurs à mettre la diplomatie au service de la promotion de l'économie, le président de la République a toutefois évoqué la nécessité de s'appuyer sur l'expertise du secteur privé. La diplomatie économique étant prioritaire pour notre pays, notre organisation doit en tenir compte. À cet égard, je me réjouis que l'organigramme du ministère des Affaires étrangères ait intégré l'approche thématique pour faire de la dimension économique un élément essentiel de notre diplomatie. Dans ce domaine, il nous faut aller plus loin en empruntant au secteur privé son expertise et son organisation. Nous devons aussi nous inspirer des meilleures pratiques des pays dont la diplomatie économique est la plus aboutie. Par ailleurs, pour leur crédibilité dans le monde, le président Alassane Ouattara a demandé aux ambassadeurs de toujours recourir à la centrale sur toutes les questions importantes les concernant. À propos de vos prises de position dans les enceintes multilatérales, je souhaite qu'il soit mis fin aux déclarations unilatérales qui ont quelquefois causé des désagréments à notre diplomatie. Je vous demande, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de revenir à l'orthodoxie qui consiste à recourir à la centrale, comme vous l'appelez, le siège du ministère des Affaires étrangères, pour vous tenir constamment au fait de la position officielle de notre pays sur toutes les questions importantes.
Le président de la République a aussi promis de mettre à disposition des moyens financiers, techniques et humains importants pour la mise en œuvre d'une diplomatie plus efficace. Sans les ressources appropriées, nos missions diplomatiques ne peuvent fonctionner efficacement et préserver l'image et la crédibilité de notre pays. Je sais combien la situation de certaines ambassades a été parfois préoccupante et je dirais même difficile. Je demande donc au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de tenir en marge de cette conférence une réunion avec le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et l'ensemble de nos chefs de mission diplomatiques pour prendre les mesures suivantes. Premièrement, dorénavant, les loyers, les frais d'assurance, la scolarité des enfants des personnels diplomatiques doivent être traités dans les mêmes conditions de régularité que les salaires. En second lieu, un plan d'appurement des arriérés de toutes nos ambassades doit être établi pour éliminer tous les arriérés d'ici la fin du mois de juin au plus tard. Et enfin, nous devons développer un plan de réhabilitation et de construction des chancelleries et des résidences. Ce plan sera adopté par le Conseil des ministres en vue de rechercher les financements adéquats dans les meilleurs délais. Et puis, cette rencontre, pour parler d'autres temps forts, a été également marquée par la prestation de serment des diplomates et la remise symbolique du kit du nouvel ambassadeur et du guide pratique du protocole à des ambassadeurs par le président de la République, Alassane Ouattara. La troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire est prévue pour se tenir sur 5 jours, précisément entre le 23 et le 27 avril 2015. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien vient d'introduire une demande en mesure conservatoire auprès de la Chambre spéciale de 5 juges chargés du dossier de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, action en vue de mettre fin aux travaux de développement de gisements pétroliers situés dans la zone litigieuse par le Ghana. Les précisions avec Adama Koné. D'un côté, l'agent du Côte d'Ivoire, le ministre Adama Tungara, et de l'autre, l'agent du Ghana, le ministre Marieta Apia. Nous sommes au tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne. Les deux parties comparaissent suite à la demande de mesures conservatoires introduites par la Côte d'Ivoire dans le différend sur la frontière maritime entre les deux pays. Au vu de l'ensemble des exposés écrits et oraux présentés par la Côte d'Ivoire et sans préjuger de la décision sur le fond du différend, la Côte d'Ivoire a pris la Chambre spéciale de prescrire à titre de mesure conservatoire que le Ghana prenne toute mesure aux fins de suspension de toutes opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière en cours dans la zone litigieuse, s'abstienne d'octroyer toute nouvelle autorisation d'exploration et d'exploitation pétrolière dans la zone litigieuse, prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les informations résultant des activités passées, en cours et à venir, d'exploration dans la zone litigieuse menée par le Ghana ou avec son autorisation, soient utilisées de quelque manière que ce soit au détriment de la Côte d'Ivoire. L'introduction de mesures conservatoires est motivée par un constat. C'est que le Ghana a accéléré les travaux de développement des gisements de pétrole dans la zone litigieuse, alors que la procédure judiciaire au tribunal international du droit de la mer suit son cours. Dans les prochains jours, le tribunal de Hambourg se prononcera sur la requête ivoirienne. Pour rappel, les négociations ont été interrompues en septembre 2014 par le Ghana qui a préféré se tourner vers le tribunal international pour régler le différend. Après la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement pour plusieurs projets. Une convention a été signée entre la direction de l'aéroport d'Atlanta et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce projet concerne, entre autres, la mise en œuvre de certains projets comme la création d'une université, d'une école professionnelle dédiée au métier de transport aérien. Cette signature a été faite sous la supervision du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce matin à la primature. Cette signature fait suite à l'obtention de la certification, faut-il le rappeler, américaine TSA par la Côte d'Ivoire, autorisant la création de lignes directes entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.
Dans l'actualité politique, la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des Ofotistes pour la paix et la démocratie RHDP, elle aura lieu demain 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un rassemblement qui devrait enregistrer plus de 200 000 participants, à en croire le comité d'organisation. Justement, je vous propose d'écouter le président de ce comité, Adama Bictogo. À tous ceux donc qui doivent prendre part, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade Houphouët-Boigny, devront donc être sur les lieux au plus tard à 9 h pour que la cérémonie commence à 10 h. Pour ce qui est de la sécurité, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que l'encadrement puisse être au rendez-vous et que la fête se déroule dans la discipline, dans la paix et dans la tranquillité. Chers militants, militantes, sympathisants, la discipline doit être au rendez-vous. La cérémonie de demain, la convention d'investiture de demain, est un événement historique. Dire que le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents, invite tous les militants et militantes, sympathisants, à venir participer à cet événement historique qui verra donc l'investiture du président Alassane Ouattara. Militants et militantes, l'investiture du président Alassane Ouattara de demain est un acte historique. Nous allons tous ensemble écrire une page de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que l'acte que nous allons poser tous ensemble en allant au stade Félix Houphouët-Boigny demain est un acte qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir une paix durable, une stabilité durable, mais surtout, l'acte de demain d'investir Alassane Ouattara comme notre candidat unique pour l'élection présidentielle d'octobre 2015 est un acte qui nous permettra à nous tous d'avoir pour les générations présentes, mais surtout pour les générations futures, une Côte d'Ivoire unie, stable et émergente, pour que, ensemble, nous vivions dans une Côte d'Ivoire retrouvée, parce que le président Alassane Ouattara a besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée pour son développement. Des interrogations qui effleurent les esprits au moment où le RHDP s'apprête à investir son candidat. Pourquoi une convention après les congrès éclatés? Pourquoi une coalition dès le premier tour? Le porte-parole de la convention, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, fait des éclairages au micro de Sylvie Touré. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDC-IRDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. De Daoukro le 17 septembre 2014 à Abidjan le 25 avril 2015, c'est ici, au stade Félix Houphouët-Boigny, que l'appel à soutenir une candidature unique au sein du RHDP, celle du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain, va se concrétiser. Après l'adoption de l'appel de Daoukro au cours de différents congrès, les 5 partis membres de l'Alliance se sont donné rendez-vous ce samedi pour l'investiture de leur candidat à l'occasion d'une convention. Nous avons pensé que, en nous mettant ensemble dans le cadre d'une convention unifiée, nous donnons une caution juridique à ce que déjà nous avons adopté comme position à l'occasion des congrès éclatés. Après la convention, pour désigner le candidat, il y a l'investiture qui se fait automatiquement. Donc, nous avons 2 temps forts, la convention et ensuite l'investiture. Contrairement au scrutin précédent, la coalition se fait cette fois dès le premier tour. C'est que le RHDP ne veut pas aller en rang dispersé, il veut se donner toutes les chances de garder le pouvoir conquis de haute lutte en 2010. Nous avons mené un grand combat. Et ce combat consistait à reconquérir le pouvoir perdu. Dieu merci, avec le rassemblement que nous avons mis en place,
nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Et pour nous, la meilleure façon de conserver ce pouvoir, c'est de nous mettre ensemble. Nous avons un bâtisseur des temps modernes, comme le dit le président Henri Konan Bédié. Et avec ce bâtisseur-là, nous sommes sûrs d'aller plus loin. C'est pour cela que tous les partis veulent s'effacer pour donner libre cours donc, au deuxième mandat du président Alassane Ouattara. 200 000, c'est le nombre de personnes attendues ce samedi à la convention qui se veut une fête populaire, celle des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Pour cette convention, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 était dans le sud Komoué, notamment à Bosso et à Bonoa, tournée de mobilisation suivie par Mamadou Kwasi. Du grand marché d'Aboasso pour entretenir les commerçants jusqu'au siège du RDR pour mobiliser les militants de ce parti politique, en passant par la gare routière de la ville pour rencontrer les transporteurs. Charles Niaouré, président de la Force 2015, a été rassuré de la participation massive des populations du Sangui à la convention d'investiture du candidat Alassane Ouattara. À chacune des rencontres représentant les acquis de la politique du chef de l'État, Charles Niaouré a demandé à ses ordres de se donner tous les moyens pour la réélection du président Alassane Ouattara. De cours en cours, faire la promotion d'Alassane Ouattara pour qu'il soit élu en 2010, je vous demande de reprendre ce travail. Parce que nous voulons 98%. Il faut commencer à établir notre identité parce que c'est ce qui va nous permettre de donner 98% à Alassane Ouattara. Le secrétaire départemental du RDR d'Aboasso, Bakary Koulibaly, et les responsables locaux des transporteurs ainsi que les commerçants ont salué la visite de la Force 2015 et lui ont promis de mettre en pratique ses conseils. Même assurance à Bonoa où Charles Niaouré, avant Aboasso, s'est entretenu avec les responsables locaux du RHDP. Nous, on ne peut pas aller quelque part. On est là, on est à la salle. On ne peut pas aller souffrir puis revenir encore. On préfère rester avec notre papa. Avant de quitter la région du Sud-Komoué, la Force 2015 et son président étaient reçus à Krindiabo par Sa Majesté le roi Mondoufou V, qui leur a prodigué des conseils et a fait des bénédictions pour la reçue de la convention de ce samedi, le 5 avril 2015. Et au moment où l'Alliance politique RHDP s'apprête à investir son candidat pour la prochaine présidentielle, sur rappel de la naissance de l'Alliance, la plateforme des Houphouëtistes a été signée, souvenez-vous, le 18 mai 2005 à Paris. Elle est composée de 5 formations politiques, le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI, depuis la naissance de cette famille politique ayant en commun les idéaux de feu Félix Houphouët-Boigny. Les héritiers semblent vouloir consolider leur union. Voici un extrait du document que la direction des reportages institutionnels proposera après ce journal. Écoutez, regardez. Tout a commencé le 18 mai 2005 à Paris. L'opposition politique, les héritiers de feu Félix Houphouët-Boigny décident d'unir leurs forces pour défendre l'héritage de paix si cher au cœur du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. C'est la naissance du RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, fusion de 4 partis houphouëtistes. Le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le RDR, Rassemblement des Républicains, l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix, et le MFA, Mouvement des forces d'avenir. Pour ce rassemblement, il s'agit de construire une plateforme politique fondée sur les valeurs mises en avant par le président Félix Houphouët-Boigny pour résoudre les conflits de tous ordres vécus par la nation sous son régime, à savoir la tolérance, le dialogue, la recherche constante du compromis et de la paix. Ce rassemblement est ouvert à tous les partis politiques et à toutes les personnalités politiques qui partagent les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny. L'oufouettisme englobe la pensée, l'œuvre et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un système cohérent d'idées et de choix qui ont servi de boussole à son entreprise d'édification de la nation ivoirienne et à la conduite des affaires de l'État au plan national et international. Voilà un document que vous pourrez suivre en intégralité après ce journal, document proposé par la direction des reportages institutionnels de la rédaction. On termine en politique avec la tournée de remobilisation organisée par le Rassemblement des femmes républicaines, une tournée qui a eu lieu dans le district du Denguélé. C'est avec F. Voué. 100%, 100%, 100%.
Remobiliser les femmes et octroyer un score sans appel de 100% au candidat Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2015, c'est l'objectif visé par cette tournée dans le district du Denguélé, conduite par Nasseneba Touré, vice-présidente du Rassemblement des femmes républicaines RFR. À Tiémé, Seydougou, Béléban, Samatigila, Minignan, Madinani, Séguelon et Odiéné, les femmes ont répondu présentes à son appel. Pour Nasseneba Touré, le score de 98% obtenu par le Denguélé en 2010 sera surpassé. La victoire écrasante, oui, mais le Denguélé ayant battu le record du pourcentage en octobre 2010 de 98%, les femmes du Denguélé sont formidables. Elles promettent les 100% et quand le Denguélé dit il fait, c'est notre fils qui est président, il a été élevé par nous. Message bien perçu par les militantes qui entendent jouer leur partition. Nous comptons faire le 100% pour le président Ado. Nous ne le faisons pas pour lui, nous le faisons pour nous-mêmes. Si on ne le vote pas à 100%, vraiment nous avons fauché notre promesse. Et cela n'est pas digne de notre personne. Les femmes du Rassemblement des Républicaines RDR du Denguélé sont donc prêtes pour octobre 2015. Pour l'heure, il reste la désignation officielle par le RHDP d'Alassane Ouattara comme candidat unique à la présidentielle. Et on vient de l'apprendre, toujours dans l'actualité politique, le groupe pour la légalité au Parti ivoirien des travailleurs PIT a organisé une conférence de presse mardi. L'objectif de cette conférence, mobiliser tous les militants du parti à soutenir la candidature du président Ouattara, candidat du RHDP, c'était à la Maison de la Presse, au plateau. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Le choix du GLPIT, le groupe pour la légalité au Parti ivoirien des travailleurs, est clair. Celui de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Les raisons ont été données ce mardi par son porte-parole. C'est réellement faire preuve de démagogie politique que de ne pas reconnaître le travail abattu en si peu de temps sous le mandat du président Alassane Ouattara. Beaucoup de chantiers ont été entamés pour une transformation profonde du pays. François Coiblanc a profité de l'occasion pour lancer un appel au soutien du candidat du RHDP. Le choix du PIT est sans équivoque. Nous en appelons donc à nos militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire et au bon sens des Ivoiriens pour soutenir le candidat Alassane Ouattara. Tel est notre choix, tel est l'appel du PIT. Plus que jamais déterminé, le groupe pour la légalité au Parti ivoirien des travailleurs s'arme pour une mobilisation de la base du parti à travers une campagne de sensibilisation. À l'étranger, le Togo, où la campagne pour la présidentielle a pris fin hier soir, les Togolais sont appelés aux urnes demain, samedi. C'est un scrutin présidentiel à un seul tour pour lequel l'opposition arrive en ordre à disperser. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, et son principal adversaire, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. On va retrouver tout à l'heure à Lomé notre envoyé spécial, Thomas Guessambi. Le temps pour nous de vous proposer ce reportage. Dernier jour de la campagne présidentielle togolaise 2015. Jour de confirmation de messages de campagne. Jerry Tarma procède par le porte-à-porte pour demander aux Togolais de voter pour lui. Le seul message que nous avons à l'endroit de l'ensemble des Togolais, c'est que nous pouvons y arriver. C'est l'année des jeunes, c'est l'année de la jeunesse, c'est l'année d'une nouvelle personne. Nous pouvons y arriver, mais nous pouvons y arriver tous ensemble. Si nous y croyons, nous pourrons réaliser l'alternance cette année avec le candidat le plus jeune, avec le candidat qui est le plus proche de vous, qui parle de vous, avec le candidat Jerry Komangatama. En campagne dans sa région natale dans le Nord Togo, c'est le porte-parole du professeur Gogué Tchabouré qui réitère son appel. Tout citoyen togolais épris de paix, de justice, qui est engagé pour un avenir différent de ce que nous avons connu depuis 1958 à nos jours, puisse se joindre au professeur Gogué, qui est incontestablement le meilleur choix pour 2015. Tiassona Traoré n'est pas à Lomé, mais la ferveur de ses militants dans la capitale togolaise parle pour lui, avec des consignes à l'appui. Nous allons arracher le pouvoir. Il suffirait simplement d'aller le 25 avril
aller aux urnes, aller voter autrement, aller voter le MCD, nous allons donner carton rouge à ceux-là pour partir et nous allons partager les biens de ce pays entre les peuples de ce pays. Présenté comme le véritable challenger du président candidat, Jean-Pierre Fabre et ses militants ont voulu boucler la boucle au stade municipal de Lomé. Nous demandons aux populations togolaises d'aller voter massivement le 25 avril et de voter pour l'alternance politique parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux solutions possibles. Soit de soutenir Jean-Pierre Fabre qui représente l'alternance politique ou alors soutenir la continuité de 50 années de dictature dans notre pays, ce qui est insupportable. Fort Yacine Yadema, le plus en vue dans cette campagne, veut prendre un autre pari avec les Togolais, celui de poursuivre et achever les grands chantiers de développement ouverts par ses soins dans le pays. Il en appelle donc à l'union des Togolais autour de sa candidature, déclinaison de son parti, l'Union pour la République Unir. Bien servi en promesse 10 jours durant, le peuple togolais est attendu ce 25 avril dans les urnes pour son verdict. Thomas Guessambi, vous êtes notre envoyé spécial au Togo, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. La campagne présidentielle s'est achevée hier jeudi. Est-ce qu'elle s'est bien déroulée sans incident majeur? Bonsoir Ali, merci de nous recevoir à Abidjan. Nous avons pris la campagne en cours pour ce que nous avons pu observer nous-mêmes, tout comme les témoignages que nous avons recueillis pour l'ouverture des jours qui nous ont précédés. Globalement, tout s'est bien déroulé. Hier, autant pour moi, avant-hier, du moins à la clôture de cette campagne, c'est plutôt des staffs, c'est plutôt des Togolais qui manifestaient visiblement une joie de voir que la démocratie se déroule sur leurs yeux, que nous avons vu. Différents staffs se sont croisés sans qu'il n'y ait de heurts, sans qu'il n'y ait de confrontation, sans qu'il n'y ait de violence. D'accord. Thomas Guessambi, quels sont... Ce qu'on peut dire, c'est que... Oui, allez-y. Ce qu'on peut dire, c'est que 3 500 000 électeurs togolais sont attendus demain dans environ 9 000 bureaux de vote pour 4 100 centres. Et je dois dire, si nous étions au football à Lille, la première mi-temps a marché et nous attendons certainement que la deuxième mi-temps aussi marche. D'accord, Thomas Guessambi, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la journée de demain? Une journée cruciale. Oui, nous avons été associés à la conférence de presse organisée aujourd'hui par le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Tafa Taïbou, au siège même de l'organisation. Et dans son adresse, on a pu retenir qu'il y a une force qui a été créée spécialement pour l'élection présidentielle, qu'on appelle FOSET, qui a joué son rôle d'encadrement, de sécurisation du processus jusqu'à ce que demain nous puissions aller au scrutin et sans doute couvrir aussi l'après. Mais à côté de cela, c'est beaucoup d'organisations de la société civile venues un peu de partout, tout comme beaucoup d'organes de presse, pour rester et assister à ce qu'on appelle une élection juste et transparente. Et donc pour nous autres, le Grand Nigeria a donné l'exemple et naturellement le Togo aussi va donner l'exemple avec toutes les dispositions à la fois prises par les Togolais et les amis du Togo que constituent naturellement les partenaires au développement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Thomas Guessambi, que nous aurons beaucoup de plaisir à retrouver dans nos prochaines éditions pour suivre de fil en fil l'actualité au Togo marquée par la présidentielle. Dans l'actualité culturelle, retour à Abidjan avec la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. La rencontre a ouvert ses portes hier officiellement dans le village d'Anoumabo à Marcory. Pendant 4 jours, les populations abidjanaises ont vibré au rythme de la musique africaine avec des artistes de renom au menu de ce festival, rencontres professionnelles et concerts au titre des actions sociales, la construction d'une école primaire à Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons pour vous, chez vous, Assalfo Traoré Salif, le lead vocal du groupe Magic System. Bonsoir Assalfo. Bonsoir Ali. Alors, le FEMUA a aujourd'hui 8 ans. Quel bilan peut-on faire de ce festival? Mais à mi-chemin, je voudrais dire que c'était un bilan positif. Parce que déjà, pour atteindre 8 éditions, je crois qu'il a fallu du boulot. Et puis le fait d'être plus proche des populations nous a fait prendre du plaisir. Et pour moi, le FEMUA 8 ans après, je ne peux dire que c'est un festival qui
qui a su plaire, qui a su apporter aux populations, et c'était ça notre objectif. D'accord. À Salfo, le FEMUA, c'est d'abord la musique, c'est la chose musicale. Justement, sur le plan musical, qu'est-ce que le FEMUA a réellement apporté à la Côte d'Ivoire? Ben écoutez, même pas au-delà de la Côte d'Ivoire, le FEMUA est devenu une plateforme d'échange culturel entre les différents acteurs de la culture en Afrique, parce que ça permet aux artistes africains de se retrouver chaque année en Côte d'Ivoire, et ça devient une plateforme où nous pouvons faire découvrir des talents, des artistes ivoiriens comme des artistes venant d'ailleurs, et je crois que ça c'était aussi un objectif qui aujourd'hui est en train d'être atteint. Nous attendons jusqu'à la 10e édition pour voir les premières retombées, mais aujourd'hui ceux qui sont passés au FEMUA peuvent en témoigner des échos qu'ils ont eu par rapport à la suite de leur carrière. Et grâce à ce FEMUA à Salfo, aujourd'hui le village d'Anomabo au sud d'Abidjan, dans la commune de Marcory, est connu partout dans le monde. Avez-vous le sentiment d'avoir rempli votre mission de promotion de ce village qui vous a vu naître? Non, ça c'est une mission indéterminée, c'est-à-dire être reconnaissant à Anomabo, c'est être reconnaissant à la Côte d'Ivoire, et on ne pourra jamais finir d'être reconnaissant à un pays ou à un quartier qui vous a vu naître, parce que quand un quartier vous a donné la vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire qui va être à égalité avec cette vie qu'on vous donne. Donc pour nous, on fera, malgré tout ce que nous pourrons faire pour cette petite contrée d'Abidjan, il y aura toujours à faire. Voilà. D'accord. À Salfo, l'un des volets importants de ce festival, je l'annonçais tantôt, c'est le social, avec notamment la construction d'écoles que vous avez entamées depuis quelques années. Que représente l'éducation pour le groupe Magic System? Mais pour nous, l'éducation est indispensable pour la vie de toute personne. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau en train de s'exprimer, je crois que c'est parce que nous avons eu cette éducation. Et on s'est dit, il ne faudrait pas que des enfants ne bénéficient pas de ce que nous avons bénéficié. Même si nous ne sommes pas allés loin, tout le monde est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'éducation est la base et est indispensable à la vie de tout un chacun. Donc pour nous, c'est important. C'est pourquoi d'ailleurs, je tiens à remercier le Conseil du Café Cacao qui a accepté de nous accompagner dans ce projet social-là, qui est de construire une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et plus précisément à Bangolo. À Salfo d'Anomabo, c'est comme ça que vous faites appeler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la ville de Bangolo pour la construction d'une école cette année? Ben écoutez, nous sommes tous Ivoiriens, nous savons quel sévice cette région de la Côte d'Ivoire a subi lors de la crise post-électorale, et on sait que l'Ouest aussi était quand même dans l'impasse par rapport à cette situation. Et quand on parle d'éducation, vous savez, quand il y a ce genre de crise, c'est forcément le milieu de l'éducation et de la santé qui subissent. C'est pourquoi dans nos pensées et dans le tri de nos dossiers, nous avons trouvé important et opportun de pouvoir offrir une école à Bangolo. Ça pourrait changer la vie de 300 voire 400 enfants là-bas. D'accord. Dernière question à Salfo. Vos collègues artistes du même rythme à Zouglou vous reprochent de ne pas les aider suffisamment. Est-ce que vous avez l'impression que le FEMUA, justement, est une véritable réponse à ces griefs? Ouais, mais je crois que on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. Vous savez que chacun a sa manière d'apporter son aide, et il faut aider dans l'efficacité, il faut aider dans le dynamisme, il ne faut pas aider pour aider. Nous essayons de mettre toutes les plateformes possibles pour permettre à nos jeunes frères que nous avons laissés ici d'évoluer. Maintenant, après, chacun a sa manière de percevoir, sa manière d'être aidé. Et puis bon, nous, on essaie de faire ce que nous pouvons pour apporter ce que nous pouvons. Et le FEMUA, il prend fin quand à Salfo? Le FEMUA prend fin dimanche. Je voulais pas terminer aussi sans remercier le président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, et tout son gouvernement pour l'appui qu'ils nous ont apporté pour pouvoir accueillir toutes ces délégations venues d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que nous sommes accompagnés aussi par les autorités de ce pays. Merci à vous, à Salfo, commissaire du FEMUA 8, le Festival des musiques urbaines d'Anomabo, 8e édition, qui se tient donc jusqu'au dimanche sur les bords de la lagune à Anomabo. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.